Une nuit, une petite voix lui souffla. « Regarde son téléphone maintenant !» C'était si net qu'elle en eut la chair de poule, comme si quelqu'un avait allumé une lampe dans l'obscurité de son assurance. Tamara, qui avait bâti sa vie sur des décisions prises au pas de course et des intuitions transformées en choix, s'immobilisa au milieu du couloir, la lumière de la veilleuse à peine suffisante pour dessiner les contours de la maison. Dehors, le jardin se taisait. À l'intérieur, tout semblait intact, ordonné, comme d'habitude. Pourtant, ce souffle l'atteignit avec l'autorité d'un ordre. « Regarde maintenant !» Il semblait impossible à briser, le décor et la voix intérieure. Elle, femme d'affaires, 35 ans, PDG d'une petite mais ambitieuse entreprise de design. Lui, Michael Hotby, dit Mike, gentil, patient, technicien de téléphonie, l'aimant de son univers. Leur maison reflétait leur vie. Marbre poli, œuvre d'art choisie avec goût, une voiture de luxe garée sous le perron qui brillait comme un secret. Ils formaient le couple parfait dont les autres disaient « ils ont tout pour être heureux ». Tamara connaissait l'effort derrière ce vernis, les journées surchargées, les réunions, les voyages, la responsabilité de tenir une entreprise et d'assurer le bien-être du foyer. Mais elle avait appris à lire les silences autant que les mots. Et ce soir-là, un silence paraissait différent, chargé. Depuis quelques semaines, des détails la dérangeaient. Mineurs, presque risibles pris séparément. Mike changeait de mot de passe, mettait son téléphone dans une poche intérieure au lieu de le laisser sur la table, souriait de côté en jetant des regards furtifs à son écran. Parfois, elle remarquait un rire étouffé, comme si une autre pièce écoutait avec eux. Il se levait tard le matin avec un prétexte professionnel. Quand elle proposait un dîner avec des amis, il trouvait une raison pour repousser. Et puis, il y avait Destiny, la nouvelle employée de maison, arrivée jeune, vive, avec une manière de fixer Tamara qui oscillait entre empressement et une transparence mal placée. Tamara avait d'abord réprimé toute jalousie. Dans sa position, la prudence financière et la rigueur morale faisaient partie du quotidien. Mais l'intuition lui murmurait. Une après-midi, alors qu'elle réglait des dossiers dans le bureau, elle surprit une conversation près de l'entrée entre Mike et Destiny à l'instant où il pensait qu'elle était au sous-sol. Elle s'approcha, le souffle contenu, et attendit qu'ils se séparent. Le coffre de la voiture était grand ouvert, il faisait sec dehors. Mike avait baissé la voix, Destiny tenait son sac sur le genou, les épaules tendues. Elle n'entendit pas tout, mais des bribes suffirent à coller un goût amer à sa langue. Transfert. Document, le docteur, un mot, net, qui fit sonner une alarme dans sa poitrine. Clinique, destinée, promesse, arrangement sordide qu'elle ne voulait pas encore nommer. Mike parlait de rendez-vous, d'heures, comme on programme une livraison. Destiny répondait en avalant sa réponse, la voix tremblante, convaincue. Cette scène, brève, s'intégra dans une mosaïque d'indices. Un soir, Tamara trouva son mari au salon, téléphone en main, l'écran allumé, pour elle, mais dès qu'elle entra, il cacha l'appareil sous l'oreiller avec un geste trop vif. Une autre fois, elle trouva une enveloppe égarée derrière les coussins, contenant des copies d'actes qui ne portaient pas son nom, mais qui parlaient de propriété, de clauses, de signatures à venir. Rien de tangible encore, rien d'absolu, juste la sensation d'un mensonge en train de grandir. Elle se souvint du mur blanc de leur chambre, de la montre posée sur la table de nuit, du bruit étouffé de la circulation lointaine. Elle se sentit poussée à prier, non pas comme une formule magique, mais comme la manière naturelle d'accéder à la clarté. Elle s'agenouilla, posa les mains sur le lit, ferma les yeux et murmura d'une voix si basse qu'elle n'aurait pas réveillé un enfant. « Mon Dieu, donne-moi discernement. Si tu vois ce qui se trame, aide-moi à savoir. » C'était simple, humble, une supplique pour le courage d'affronter la vérité. Avant d'aller plus loin, Tamara fit une chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. La nuit venue, elle s'approcha du lit conjugal. Mike dormait, son corps détendu, la respiration régulière. Le téléphone reposait sur la table de nuit, écran noir. Elle sentit une hésitation, fouiller le téléphone de son mari. Était-ce trahison contre trahison ? Mais la petite voix intérieure, celle qui ne crie pas mais insiste, revint. Elle se contenta d'effleurer l'appareil.
Il n'y avait pas de geste technique, pas de piratage. Le téléphone était déverrouillé, laissé par inadvertance, un instant, un cadeau du destin. Elle alluma l'écran, regarda, sans plan, sans savoir encore quel mal la guettait. Cela suffit si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de récits où la foi et le discernement rencontrent le danger. Elle scrolla, comme on pousse un rideau, d'abord pour chercher quelque chose de banal, mais chaque message dévoilait une facette différente d'un plan qui se dessinait. Des photos de documents, des captures d'écran de transferts bancaires à venir, des échanges où l'on discutait de phrases à dire et de témoins à neutraliser. Il y avait des notes vocales, des voix étouffées, parfois la sienne, parfois celle de Mike, parfois des instructions envoyées et commentées. L'un des SMS la cloua sur place, un message envoyé par un numéro enregistré comme Dr Huche, où il est question, sans détails cliniques, d'un test positif. Le mot « positif » sur écran blanc prit l'allure d'une accusation. Un appât, pouvait-elle imaginer, pour faire chanter, pour forcer une signature. Tamara sentit le sol se dérober. Les doigts tremblants, elle fit des captures d'écran de ces conversations, sans savoir encore à qui les transmettre, mais consciente que les preuves numériques seraient fragiles si rien n'était sécurisé. Elle enregistra des fichiers audio sur un autre téléphone, puis envoya, avec une main qui tremblait mais qui restait ferme, une copie à une amie de confiance, Clara, à qui elle confiait tout depuis des années. Clara répondit en quelques minutes, effarée, et demanda qu'elle vienne immédiatement. Tamara se força à respirer, comme si l'air allait lui remettre les idées en place. Elle conduisit sans presque voir la route, le moteur ronronnant, le monde extérieur banal comme d'habitude, personnes qui faisaient leurs courses, enfants sortant de l'étole, tandis qu'elle s'accrochait à la logique, vérifier les faits, faire tester, garder la tête froide. La première priorité, pensait-je, c'était la sécurité. Tamara prit rendez-vous à l'hôpital pour elle-même, non pas par panique, mais par nécessité. Elle devait savoir. Elle avisa Clara, annonça qu'elle venait et, de la salle d'attente éclairée au néon, signa des formulaires qu'elle lisait à moitié, le regard rivé sur son téléphone qui vibrait sans cesse avec des notifications. Elle n'alla pas au fond des messages, elle n'en avait pas besoin. Les captures suffisaient. Le rendez-vous médical fut froid, professionnel. Dr Huche, dont le nom figurait dans les messages, ne fut pas interrogé directement. Les résultats qu'elle fit faire pour elle-même revinrent négatifs. Ce soulagement ne fut pas le soulagement triomphant d'une innocence retrouvée, mais une dalle qui se soulevait légèrement, lui permettant de respirer encore. Elle n'était pas contaminée. Cela ne signifiait pas innocence du complot ou absence de danger. Cela signifiait qu'elle pouvait agir. Tamara prit alors une décision qu'elle savait lourde, mettre tout en mouvement. Elle se rendit chez l'avocat de son père, un vieil homme aux cheveux gris, respecté dans les cercles judiciaires, qui avait servi la famille depuis des années. Sa présence sous l'œil dur de l'avocat emplit Tamara d'un sentiment de solidité. Elle déposa les captures, les enregistrements, les photos des actes et des messages. L'avocat, sans émotion théâtrale, prit les éléments et commença à tisser une stratégie. Sécuriser les comptes, empêcher toute signature de transfert, obtenir des injonctions, contacter la police si nécessaire. Il nomma un inspecteur à prévenir, Ikena. L'homme portait au visage la fatigue des enquêtes prolongées, mais dans ses yeux il y avait la clarté de celui qui ne se laisse pas abuser par le vernis social. Le lendemain, Tamara se présenta à sa banque, non pas comme cliente éplorée, mais comme propriétaire au contrôle d'une situation qui risquait d'échapper. Elle exigea de parler au directeur. Là, dans le marbre et l'odeur d'encre, elle expliqua, montre à l'appui, que des manœuvres de transfert étaient en cours et qu'elle souhaitait que toute signature liée à ses comptes soit suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le directeur, d'abord incrédule, prit l'ampleur de ce qu'on lui présentait. Capture d'écran, messages, dates programmées. Il appela ses supérieurs, mettant en route la charpente administrative nécessaire à un blocage temporaire. Pendant ce temps, l'inspecteur Ikena ouvrait un dossier. Il se déplaça chez eux, examina les éléments, prit note, sans jugement hâtif, mais avec la promptitude de qui veut saisir la portée d'un stratagème. Il fit ce que la procédure exigeait, recouper les preuves, interroger les deux protagonistes séparément, établir les faits. Cela impliqua de convoquer Destiny et Mike pour des entretiens. Dans ces premières confrontations, Mike nia d'un ton calme, pas sur la défensive,
plutôt sur la retenue feinte de celui qui sait comment dire juste ce qu'il faut pour paraître sincère. Destiny, jeune et tremblante, clama son ignorance, puis bafouilla des versions changeantes qui, à l'oreille d'un enquêteur averti, sentaient la peur et la manipulation. Une confrontation publique eut lieu à la banque au moment où le plan de transfert devait se finaliser. Tamara, accompagnée de son avocat Eddie Kenna, entra dans la salle des opérations. Mike avait demandé à être présent pour approuver une signature. Il espérait sans doute que la normalité l'absoudrait. Destiny était là aussi, pliant les mains dans un tremblement qu'on aurait pu prendre pour de la nervosité. Lorsque l'on posa devant eux les éléments recueillis, capture d'écran, notes vocales, dates précises, la scène prit une tournure qui sembla se figer. Des policiers en civil, prévenus à l'avance, observaient en marge. À l'instant où Mike fut invité à signer, l'inspecteur fit un geste discret et la banque s'illumina d'une autre logique. Des agents s'approchèrent, annoncèrent une procédure. La tempête éclata. L'arrestation ne fut pas une explosion de violence. Elle fut l'exécution ferme d'une prestation de justice. On mit en état d'arrestation les 2 personnes impliquées, les emmenant pour interrogatoire. Le visage de Mike restait impassible, peut-être sûr d'avoir encore des cartes. Destiny, quant à elle, pleurait, pas d'un sanglot théâtral, mais d'un désespoir sincère. Elle avait été recrutée, manipulée, payée et puis jetée au milieu d'un plan plus grand qu'elle. Dans les heures qui suivirent, au commissariat, les couches de vérité commencèrent à se lever. Sous la pression des éléments et de l'examen minutieux des messages, des enregistrements, il apparut que Mike avait orchestré un plan pour assurer la signature de documents de transfert. Le motif, crûment, était l'accès à des biens et à des titres falsifiés. Il y avait aussi, suggéré par un message vocal, une intention d'empêcher toute résistance, un médicament mentionné, un rendez-vous clinique mentionné comme prétexte pour faire monter la pression. Les mots restèrent prudents dans les rapports. Tentative d'empoisonnement était une expression utilisée dans l'enquête, réclamant des preuves plus solides. Mais la gravité était là, incarnée par la façon dont on avait envisagé de neutraliser la capacité d'une personne à refuser. Devant l'inspecteur, Destiny finit par s'effondrer en larmes. Elle raconta comment Mike l'avait approchée, d'abord comme un mentor, puis comme un fin stratège, lui promettant argent, sécurité, une manière de sortir de la précarité. Elle affirma qu'elle n'avait pas compris l'ampleur du plan au début, qu'on lui avait demandé des menus services, des présences, des déplacements. Puis, peu à peu, on lui demanda d'être la personne qui autoriserait, qui signerait, qui inviterait la cible à la confiance. Elle avoua qu'on l'avait menacée et qu'on lui avait promis de couvrir ses dettes si elle suivait les instructions. Les larmes et les détails composèrent une image complexe, celle d'une fille prise dans un engrenage. L'inspecteur nota tout, mais ne la présenta pas comme simple marionnette. La loi ne fonctionne pas avec des catégories morales toutes faites. Elle exigeait des faits, des preuves, des chaînes causales. Le dossier prit de l'ampleur. Les preuves numériques furent authentifiées, corroborées par des témoins, des transferts avortés et des enregistrements de rendez-vous. L'avocat de Tamara fit ce qu'implique la défense d'un patrimoine. Il demanda des mesures conservatoires, des gels de biens et prépara la procédure civile en parallèle. Le procureur, en examinant le dossier, vit la possibilité d'un procès pénal pour escroquerie, tentative de fraude et complicité. Il eut des perquisitions, des saisies et surtout des témoignages qui commencèrent à tisser une vérité. La mise en examen permit d'aller plus loin. On retrouva des documents dont les signatures étaient falsifiées, des enregistrements où des voix confirmaient des dates et des transferts. On reconstitua des enchaînements de messages où l'on pressurait la victime, Tamara, en jouant sur ses peurs, en suggérant des problèmes de santé, en jouant la carte de la honte et de l'urgence. Les témoins corroborèrent que Destiny avait été encouragée à mentir, en paroles douces, offertes avec promesses d'argent et menaces voilées. L'ensemble formait un tableau d'une machination exacte, puissante et méthodique. Le procès s'ouvrit dans une salle où le murmure se mêlait aux échos des pas. Tamara entra, droite, semblable à la femme que l'on voyait dans les réceptions, élégante, mais tachée maintenant par l'ombre de la trahison. Dans la salle, on plaida. Les avocats du prévenu tentèrent de réduire la portée des preuves, d'en faire des malentendus. L'accusation, elle, déroula un film de messages, de dates programmées,
de voix enregistrées, de captures montrant des actes de propriété modifiés. Destiny fut appelée à la barre. Sa voix, d'abord cassée, prit de la force lorsqu'elle raconta comment on l'avait utilisée, comment elle avait pensé que suivre des ordres était sa seule issue pour survivre. Les larmes n'excusent pas, mais elles éclairent une humanité blessée par la manipulation. Les preuves médicales, utilisées dans le procès, furent présentées avec la rigueur nécessaire. L'existence d'un SMS signalant un test dit positif faisait partie d'une stratégie d'intimidation, et l'examen du médecin consulté par Tamara fut rapporté comme élément de contexte sans jamais entrer dans des détails cliniques. Le tribunal, conscient de son rôle, évita de spéculer sur des conséquences médicales. L'enjeu était juridique, prouver l'intention de tromper et la volonté de subtiliser des biens par la ruse. Le verdict tomba après des heures de plaidoirie serrée. La Cour, après avoir pesé les preuves, reconnut la responsabilité pénale de Michael Hobby dans l'organisation d'une escroquerie et de manœuvres frauduleuses. Destiny fut reconnue coupable, mais la sentence tint compte de sa coopération et de son rôle de victime de manipulation. La justice procéda à une différenciation des responsabilités, conformément aux principes d'équité et de proportionnalité. Le jugement inclut des mesures de réparation financière, la restitution de titres et, pour Tamara, une forme de réparation symbolique, que la vérité ait été rendue publique et que la protection du droit ait prévalu. Après le tumulte des audiences et l'âpreté des échanges, la scène finale fut douce amère. Tamara, qui, durant tout le procès, avait été recroquevillée dans une sorte de vigilance intérieure, se permit enfin de relâcher son souffle. Ce n'était pas la joie triomphante de la victoire sans trace. Elle avait été blessée dans sa confiance, dans la perception même de ce qu'était son foyer. Mais elle se savait en sécurité. La maison, qui avait été le théâtre du mensonge, devint à nouveau un foyer, réaménagé par le temps et par la volonté. Elle prit le temps de rendre hommage à ceux qui l'avaient soutenue, Clara, l'avocate, l'inspecteur Ikena, ceux qui avaient cru à sa parole et avaient agi. Dans la faible clarté d'un matin, Tamara retourna à la chambre où tout avait commencé. Elle s'assit sur le bord du lit, tenant entre ses mains une tasse de café encore chaude. Ses pensées allèrent d'abord à la voix qui l'avait poussée à regarder, cette intuition qu'elle n'aurait pas osé qualifier de miracle, mais qu'elle reconnut comme une guidance. Elle murmura encore, vers l'espace, « Mon Dieu, merci pour la clarté. Donne-moi la force de reconstruire. » Ce n'était pas une promesse d'omnipotence, c'était une reconnaissance que la foi l'avait soutenue dans l'angoisse, l'avait poussée à agir et à chercher la vérité. Les jours qui suivirent, elle travailla à reconstruire sa vie sur des bases plus solides. Elle engagea un protocole de sécurité pour ses affaires personnelles, fit appel à des services professionnels de gestion, prenant soin de ne pas laisser la peur dicter ses choix, mais la prudence. Sa parole publique fut mesurée. Elle voulut transformer son expérience en avertissement pour d'autres, non pas en humiliation ou en revanche, mais en appel à vigilance. Elle accepta des interviews avec réserve, partageant sa trajectoire comme mise en garde. Écouter sa petite voix intérieure, ne pas banaliser les signes, ne pas rester seule face à la suspicion. Son propre chemin de guérison passa par la foi et par l'action. Elle rejoignit un groupe d'amis fidèles où elle trouva des oreilles et des épaules. Elle fit de la prière un moment de recentrage, non pas pour exiger des réponses miraculeuses, mais pour demander force et discernement. Elle s'investit aussi à aider Destiny d'une manière qu'elle jugea juste, pas par compassion naïve, mais par une volonté de réparer ce qui pouvait l'être. Destiny fut suivie, a eu accès à des programmes de réinsertion et à un accompagnement psychologique. La justice avait puni, la société, à son niveau, tenta de corriger. Il y eut des moments de colère, c'est vrai, des nuits où Tamara se réveillait face à un ressac de questions. Comment avais-je pu me tromper? Comment ai-je cru à ces détails? Mais l'amertume céda progressivement à une forme de clarté. Elle reposa son énergie sur ce qui l'avait sauvée, sa capacité à agir, à rassembler des preuves, à s'entourer d'experts et d'amis et cette petite prière intime qui l'avait mise en marche. Elle comprit que la foi n'était pas une formule magique, c'était un moteur, une source de courage, un endroit où on trouve la stabilité pour décider.
Un matin d'été, alors que le soleil arrondissait les angles du jardin, Tamara prit un carnet et écrivit une lettre. Elle n'écrivit ni plainte ni demande de vengeance. Elle écrivit une mise en garde. Écouter la petite voix, ne pas ignorer les indices, demander de l'aide sans honte. Elle conseilla de s'entourer de conseillers juridiques dès que des signes apparaissent et de protéger ses affaires. Et surtout, elle insista sur l'importance de discerner la manipulation quand elle se présente sous forme de promesses ou de intimidation. Sa lettre fut lue par des amis, partagée auprès d'un cercle limité, non pas pour faire du bruit, mais pour semer une graine de vigilance. Sa relation avec Mike était définitivement rompue. Le processus judiciaire avait clarifié la responsabilité et permis de tourner la page. Elle ne cherchait pas à détruire une vie pour le plaisir de briser, elle avait demandé justice pour préserver l'ordre et la sécurité. Quant à Destiny, elle resta une figure tragique, manipulée mais responsable de ses actes. Tamara, dans sa grande humanité, ne choisit pas la colère absolue, mais une justice mesurée qui cherchait à réparer. La compassion n'excuse pas la faute, elle permet de reconstruire. À la fin, Tamara se tenait devant la fenêtre de son bureau, regardant la ville en bas. Les immeubles, les passants, tous semblaient suivre des routes tracées, indifférents au drame privé. Elle sentit une gratitude tranquille, mêlée à la prudence. Elle pensa à la voix qui l'avait poussée, à l'avocat de son père, à l'inspecteur Ikena, à Clara et même à Destiny qui avait accepté, au prix de sa honte, de dire la vérité. Elle murmura une prière courte, simple, « Merci, donne-moi sagesse pour l'avenir ». Et puis vint son avertissement, destiné à celles et ceux qui, et elle en savait la vérité, pourraient être dans la position où elle avait été. Ne sous-estimez jamais la petite voix. Si quelque chose vous semble différent, agissez. Cherchez des preuves, cherchez du soutien, protégez vos droits. La foi peut vous soutenir, mais ce n'est pas un substitut à l'action. Elle voulait que sa parole serve de bouée, foi et action, discernement et procédure, prière et décision. Une chaîne où chaque maillon compte. Les semaines passèrent, Tamara reprit le chemin des affaires. Sa société prospéra à nouveau, mais cette fois avec une vigilance renforcée. Elle institua des pratiques de gouvernance qui évitaient les isolations de pouvoir, protégeant ainsi ce qu'elle avait construit. Elle se sentait plus forte, non pas parce que tout avait disparu, mais parce qu'elle avait survécu, agi et réclamé justice. La maison reprit son silence paisible à certains soirs. Parfois, elle entendait le vent jouer avec les feuilles, et cela suffisait. Elle comprit que la sécurité n'est jamais absolue, qu'elle se gagne au quotidien par des choix lucides. Elle se plaisait désormais à dire que la foi est un compagnon de route qui aide à maintenir la tête droite, mais qu'il faut aussi s'entourer de ceux qui protègent le droit. Elle souhaitait que son histoire serve de signal. Le danger peut venir de ceux que l'on aime et la vérité peut venir, parfois, d'une petite voix dans la nuit. Si vous avez été touché par cette histoire, partagez-la avec quelqu'un que cela pourrait aider à rester vigilant. Que cette expérience rappelle à tous que la foi ne dispense pas de prudence, que la prière éclaire le cœur pour agir et que la justice, même lente, finit par rendre compte. Tamara continua d'avancer, le visage marqué mais résolu, convaincue que la vérité, quand on la cherche avec courage, finit par trouver un chemin. Dans le silence retrouvé de sa maison, elle leva les yeux et murmura une dernière fois « Merci pour la lumière et garde-nous dans la sagesse ».